Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles de la francophonie ontarienne, amis fidèles des réseaux de la diaspora 24 heures sur 7, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Aujourd'hui, le réseau de la diaspora est honoré et je me sens personnellement privilégié d'avoir pour vous un grand homme de la politique canadienne. Il s'agit d'autre que de M. François Boileau, qui est commissaire au service en français. Avec lui, on va discuter de réalité de la francophonie, on va discuter de la loi sur les services en français, on va discuter du vécu des francophones et comment les services en français affectent la vie des francophones, des immigrants francophones et des Canadiens en général. Alors pour ce faire, je vous demande d'accueillir avec moi sur ce plateau M. François Boileau, que je souhaite le bienvenu. Bonjour, bonjour. Avec cette introduction-là, je pensais vraiment qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai regardé ailleurs, mais... Non, il s'agissait bien de notre commissaire ontarien de service en français. Un peu comme d'habitude, à l'accoutumée, lorsque nous recevons nos invités, nous leur demandons de s'introduire brièvement en quelques mots pour permettre, n'est-ce pas, à nos auditeurs de savoir à qui nous avons affaire. Alors, je suis le commissaire au service ontarien. Vous savez qu'il y a une loi sur les services en français qui existe maintenant, qui est en place depuis 1986. Et depuis 2007, la loi a été modifiée pour permettre créer le poste de commissaire au service en français. Et j'ai le privilège d'être le premier, donc détenteur titulaire de ce poste-là. Et donc, je suis commissaire depuis 2007. Et pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir servir la population de l'Ontario. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Bien, c'est que nous, on veille à l'application, à s'assurer que la loi sur les services en français, donc que le gouvernement de l'Ontario et que les ministères du gouvernement de l'Ontario, tout ce qui est provincial de l'Ontario, puissent offrir des services en français à toute la communauté francophone de l'Ontario. Et mon mandat, bien sûr, avec ma petite équipe, mes petites mais dynamiques équipes, c'est de recevoir des plaintes du public, de les analyser et aussi de tenter de trouver des correctifs aux failles dans le système. Il y a toujours des failles, c'est normal. Et donc de proposer des modifications au travail de nos collègues du gouvernement de l'Ontario pour que la population francophone soit mieux encore desservie en français. Merci commissaire. Vous avez, en vous introduisant, affecté directement la première question que nous avons en vue. Souvent, lorsque nous préparons nos entrevues, nous parlons à quelques personnes dans la communauté pour connaître un peu. Si vous ne connaissez pas le sujet, quelles seraient éventuellement les questions que vous aimeriez que nous puissions apporter au travers de notre entrevue? Donc la question qui est revenue la plus souvent, du moins l'élément que j'ai senti, c'est cette espèce de confusion entre le commissariat au service en français et le commissariat aux langues officielles que beaucoup de gens connaissent au niveau du gouvernement fédéral. Alors, en quelques mots, quelle est la différence entre le commissariat de service en français, qui est, je présume, au niveau de la province de l'Ontario, et le commissariat au niveau fédéral aux langues officielles? Oui, bien, vous venez de le dire. En fait, je m'adresse à vous. Peut-être au public, oui. Vous venez de l'expliquer très clairement en quelques mots. Okay. Alors, le commissariat fédéral aux langues officielles vise pour tout ce qui est de compétences fédérales. Donc, alors, que ce soit la défense nationale, que ce soit des questions d'immigration, on va y revenir, des questions de tout ce qui est de portée Post Canada, et tout ce qui est aussi de compétences fédérales, que ce soit Air Canada, par exemple, avec la société, la loi qui a créé la privatisation d'Air Canada, ça tombe aussi sous le joug de mon collègue fédéral. Grant Fraser est en poste et commissaire aux langues officielles fédérales. Il est en poste depuis maintenant 6 ans. Il est le 6e commissaire. Donc, c'est un poste qui existe depuis 40 ans déjà, depuis 1969, donc plus de 40 ans. Et le poste de commissaire au service en français, bien ça, c'est pour tout ce qui est de compétences provinciales. Alors, santé, éducation, environnement, travaux publics, etc. Il peut y avoir panoplie de services directs à la population, donc l'accès à la justice, ça c'est très important, ou encore des services comme Service Ontario, ça c'est aussi de compétences provinciales, mais il y a certains secteurs qui sont de compétences partagées. Je pense à l'immigration notamment. Bien sûr, oui. Alors, il y a le ministère en Ontario, il y a le ministère des Affaires civiques et de l'immigration qui s'occupe de programmes en immigration. Ça tombe aussi sous ma compétence, mais bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire en commun. Une chose que je voudrais souligner,
c'est que le commissaire fédéral et nous venons tout juste de signer un protocole d'entente de façon à, si vos lecteurs savent, vos auditeurs, pardon, ne savent pas trop sur quel pied danser, s'ils ont une plainte qu'ils veulent faire valoir, mais ils ne savent pas où l'envoyer, faites-en pas, vous me l'envoyez, nous on va s'occuper de ça. Donc c'est pas à vous de connaître quel est le champ de compétences de tout le monde. Nous, on va s'organiser avec ça. Notre nouvelle collaboration entre nos deux commissariats va grandement aider je pense, à aider les citoyens à mieux diriger sa plainte au bon endroit. Nous, on va le faire pour le citoyen et on va s'assurer d'un suivi. On va s'assurer d'un suivi. J'espère que nos auditeurs qui nous suivent pratiquement à travers le monde connaîtront, parce que de plus en plus, il y a des immigrants. Nous recevons beaucoup de requêtes, des emails, des immigrants qui nous écrivent à partir de la Suisse, la France, la Belgique. Ils s'intéressent au Canada et ils s'intéressent particulièrement à la particularité de la francophonie. D'où ma deuxième question. Lorsqu'on désigne franco-ontarien, de nom, on se rend compte qu'on est dans la province ontarienne, mais cette francophonie ontarienne, à quoi elle se différencie de la francophonie dans d'autres provinces, par exemple hors Québec, qui est reconnue comme une province purement francophone? Vous savez, cette désignation-là, elle est un peu historique. Hein, puis il y a certains facteurs qui existent, qui peuvent expliquer qu'au début, les premiers habitants, outre les Premières Nations, qui sont les premiers habitants sur en sol canadien, on l'oublie souvent, mais c'est quand même les peuples autochtones qui sont ici depuis très longtemps. On parle de millénaires. Là. Mais au début, les Canadiens s'identifiaient, surtout les Canadiens français, s'identifiaient comme des Canadiens. Puis après ça, comme des Canadiens français. Puis ça comprenait le Québec aussi. Et à la fin des années 60, lorsque le Québec s'est identifié, vous savez, c'est au Québec qu'il se trouve la plus grande majorité de francophones qui vivent au Canada. Alors, quand les Québécois ont commencé à s'identifier justement comme étant des Québécois. Et ça crée aussi une distinction par rapport, mais si vous êtes des Québécois, moi qui suis-je, qui habite en Ontario depuis plusieurs générations ou qui vient toujours d'arriver en Ontario, je deviens quoi? Et c'est là qu'on a commencé à parler d'identité franco-ontarienne, d'identité francescoise pour les francophones qui vivent en Saskatchewan, d'identité franco-yukonaise pour ceux qui habitent au Yukon, et bien sûr des Acadiens de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Labrador, ou encore les Acadiens du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse. Donc cette francophonie ontarienne-là, elle s'est redéfinie et toute cette francophonie canadienne c'est un peu morcelé au niveau de l'identité, mais ça ne demeure pas moins que nous sommes tous des Canadiens français ou des Canadiennes françaises, ou encore on appartient à un ensemble plus grand qui est la francophonie. Maintenant, en Ontario, être franco-ontarien ou donc porter fièrement le drapeau franco-ontarien ou appartenir à la francophonie de l'Ontario, pour moi, ça veut dire un peu la même chose, mais ça demeure quand même un acte qui est fondamentalement individuel. Bien sûr. Si vous avez des auditeurs qui écoutent ça, puis qui sont en Ontario, mais ne s'identifient pas nécessairement à la communauté franco-ontarienne, mais vous êtes des francophones puis qui vivent en Ontario, c'est bien correct aussi. C'est un choix qui est à vous, qui vous appartient. J'espère que vos petits-enfants vont s'identifier à la communauté franco-ontarienne, mais ça, ça demeure un choix qui est personnel. Vous savez, quand on vient du Sénégal, quand on vient du Mali, quand on vient de Côte d'Ivoire ou d'Haïti, on demeure quand même un Malien. On demeure quand même attaché à notre pays. Souvent, des gens viennent au pays, pas nécessairement par choix, mais parce qu'ils sont forcés de partir aussi. Ça, c'est pas des situations qui sont faciles à vivre. Donc, on leur demande pas de renier leur identité. C'est important de conserver cette double identité-là. Et c'est important donc d'acquérir pour eux une nouvelle identité ou d'acquérir une nouvelle complicité avec leur pays, le pays qui les accueille. Ça, je pense que c'est de bonne loi. Vos enfants, vos petits-enfants, ça sera peut-être autre chose. Je pense que les auditeurs qui nous suivent comprennent bien vous avez fait quand même mention d'un certain nombre de désignations, mais il y a quelques temps passés, avant que le commissariat soit établi, je me rappelle encore, nous étions lors du symposium des langues officielles au niveau d'Ottawa. À l'époque, on parlait de francophones et des parlants français. À un moment, on évoquait même les minorités visibles et on disait sont francophones les personnes qui, au moment de leur naissance, ont parlé le français comme première langue.
Alors souvent, ça créait une confusion et je me rappelle, lors du débat, la question était qui revenait souvent d'ailleurs sur la table. Mais aujourd'hui, au Canada ou en Ontario, qui est francophone? Toute personne qui parle français ou c'est une identité qu'on reçoit de droit ou par acquisition? Qui est francophone ici en Ontario et au Canada? Quelle belle question, une question qui n'est pas facile à répondre. Ok. Mais je vais tenter de répondre. Certainement. Le Canada, officiellement, lorsqu'on compte au niveau statistique, on pose 3 grandes questions. Alors, quelle est votre langue maternelle? Quelle est la langue que vous connaissez et que vous parlez encore? Et quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent à la maison? Que vous utilisez à la maison et que vous utilisez le plus souvent à la maison. Alors, ça, c'est des questions qui sont posées dans le cadre de statistiques. Donc, des recensements qui sont faits à tous les 5 ans au Canada. On pose ces questions-là. Dans la méthode de calcul du gouvernement fédéral, on reconnaît un francophone, quelqu'un qui est bien sûr de langue maternelle française et qui parle encore le français et qui l'utilise à la maison. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est un francophone. En fait, on ne demande même pas si vous l'utilisez à la maison, si vous êtes si vous connaissez le français, c'est votre langue maternelle, vous connaissez le français, vous le parlez encore, vous êtes francophone. Mais qu'arrive-t-il de quelqu'un qui est né au Sénégal? Sa langue maternelle est le Wolof, il arrive au Canada, sa langue maternelle, il répond une langue maternelle Wolof. Mais il connaît aussi très très bien le français, il parle le français, c'est sa deuxième langue. Bien sûr. Ce n'est pas nécessairement sa langue maternelle, mais il connaît très bien le français. Alors là, on va poser une troisième question, et est-ce que vous utilisez le français à la maison? Oui, j'utilise le français, j'utilise également le Wolof, j'utilise le français à la maison. Pour le gouvernement fédéral, dans sa méthode de calcul, cet individu-là va être considéré comme un allophone. OK. C'est-à-dire ça veut dire quelqu'un qui n'est ni francophone, ni anglophone, mais il est allophone. OK. C'est pas très sexy. Et c'est pas très inclusif. Tout à fait, oui. Et c'est surtout ça le point, c'est que ce n'est pas inclusif. L'Ontario, depuis 2009, reconnaît maintenant la part de cet individu-là dans la communauté francophone et il va considérer cet individu-là non plus comme un allophone, mais comme un francophone. Parce que dans le fond, lorsque l'individu sort de sa maison, il a bien beau parler l'arabe à la maison, ou à parler le Wolof à la maison, ou le créole à la maison, mais lorsqu'il met l'orteil dehors, lorsqu'il met le pied sur le trottoir, il est francophone. Il ou elle est francophone, envoie ses enfants à l'école en français, vit en français, participe aux activités de la communauté francophone, étudie en français. Bref, cet individu-là vit sa francophonie à tous les jours. Pourquoi ne pas le considérer comme étant partie prenante de notre francophonie en Ontario? Et on s'enrichit, je pense que depuis la nouvelle définition inclusive de francophone qui existe depuis 2009, une définition auquel ça fait suite à une des recommandations que j'avais faites moi comme commissaire, et j'en suis très très fier de cela, bien ça permet à l'Ontario de s'enrichir de la part de milliers de personnes venues d'à travers le monde qui veulent participer aux activités de la communauté francophone en Ontario. C'est bien là une très bonne et longue explication que je pense et j'espère aussi que nos auditeurs comprennent. Vous savez, je suis avocat de formation, hein, des réponses courtes, c'est difficile pour moi. Effectivement, mais du moins, il y a la facilité de la chose est que, depuis 2009, toute personne qui parle français, qui vit en Ontario, est considérée comme francophone. Oui. Ok. Je crois que les auditeurs comprennent dans cela. D'où la question maintenant de savoir, est-ce que le commissariat du service en français n'a pour mandat que les contestations? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie à ce moment-là, parce que nous avons l'Office des affaires francophones au niveau Ontario, qui je pense est le ministère titulaire de la francophonie. Oui, qui conseille la ministre déléguée aux affaires francophones. Ce n'est pas un ministère en tant que tel, c'est un peu technique, mais c'est un secrétariat qui est le secrétariat de la ministre déléguée aux affaires francophones, qui lui permet donc d'agir sur un plan, si on veut, intraministériel et interministériel. Ok. Donc, est-ce que c'est là un supplément ou un outil pour mettre en œuvre la loi sur les services en français, dont on a célébré, je crois, les 25 ans l'an dernier? Est-ce que le commissariat, à ce moment-là, est mis en place pour veiller à la mise en application? C'est quoi le lien qui existe entre la loi sur la langue française et les commissariats aux services en français? Nous, on surveille.
la mise en œuvre de la loi sur les services en français. On surveille son application, mais on n'est pas responsable de son application comme telle. La nuance est importante parce que tous les ministères et organismes gouvernementaux sont responsables de l'application sur une base quotidienne de la loi sur les services en français. Dans la dualité linguistique? Dans notre régime linguistique en Ontario, vous savez, on peut adopter une loi. Nos lois sont adoptées, et en anglais et en français. La plupart de nos règlements sont adoptés aussi en anglais et en français. Et tout citoyen peut obtenir des services en français de la part du gouvernement de l'Ontario lorsqu'il s'adresse à l'administration principale, lorsqu'il va consulter un site Internet, ou encore lorsqu'il fait, et aussi l'individu réside dans une région. Il y a 25 régions qui sont désignées sous la loi sur les services en français, qui représentent la très grande majorité des francophones qui vivent en Ontario. Bien sûr. Font partie de ces régions-là. Il y en a d'autres francophones qui vivent dans d'autres régions et ils travaillent fort pour que ces régions-là soient également désignées éventuellement. Donc, on peut recevoir des services en français. L'Office d'affaires francophones, son rôle, c'est de conseiller, bien sûr, la ministre et de conseiller les autres ministères pour une mise en œuvre, si on veut, quotidienne de la loi sur les services en français. Moi, je regarde voir si ça va bien tout ça. Puis, une des façons que je peux conseiller la ministre de savoir si on peut améliorer la prestation des services en français, c'est que moi, je reçois aussi des plaintes du public. Donc, les plaintes du public deviennent un outil important pour nous, pour non pas nécessairement se plaindre pour chialer, c'est se plaindre pour nous dire qu'il y a eu un manquement quelque part, qu'à tel endroit, je n'ai pas eu mon service en français, que tel programme, c'est très bien, mais c'est axé en fonction des besoins de la majorité anglophone. Que si ce programme-là était vraiment adapté aux besoins spécifiques de la communauté francophone, ce programme-là pourrait être beaucoup plus efficace parce qu'il serait pertinent pour la communauté francophone. On pense ici en immigration. Il y a beaucoup de programmes qui sont offerts pour les besoins des nouveaux arrivants ici en Ontario. Mais est-ce que tous ces programmes-là sont vraiment axés sur les besoins pressants des nouveaux arrivants francophones ou qui ont la langue française comme langue, si on veut, commune, langue de travail, mais qui sont parfaitement bilingues, arabe, français, mais pas nécessairement anglais, arabe ou anglais, français, arabe, donc trilingue. Alors, ces gens-là ont des besoins spécifiques. Il faut aller les chercher en fonction de qui ils sont. Et quand on a des programmes qui sont axés pour les besoins seulement de la majorité, parfois, on n'est pas capable d'aller vraiment s'occuper des besoins précis de ceux qui sont francophones ou qui ont le français comme langue commune. Et le commissariat, bien, nous, on reçoit des plaintes du public, mais aussi on travaille avec des organisations sur le terrain pour tenter de bien comprendre la situation et de proposer au gouvernement des scénarios, des alternatives, faire des recommandations qui vont faire en sorte qu'on améliore le sort éventuellement de la communauté francophone qui vit en Ontario. Tout à fait. Parlons de cela justement, la diversité de la francophonie ontarienne. Et dans cette diversité, souvent, quand on œuvre dans le domaine communautaire, on se rend compte qu'il y a effectivement des besoins spécifiques. Tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez fait mention des Arabes qui parlent français, qui parlent arabe, mais qui ont aussi une spécificité, par exemple, par rapport à leur religion. Ils sont musulmans. Mais il y a aussi une problématique qu'on retrouve souvent. Je prends par exemple l'exemple de francophones issus d'Afrique subsaharienne qui, quand ils viennent ici souvent, ils fuient selon des situations catastrophiques. Les guerres, les génocides, ainsi de suite. Et par moments, sans le vouloir, ils se retrouvent dans un pays, dans le Nord-Amérique, qui a une culture qui est totalement différente de leur, ainsi de suite. Comment ces personnes qui ont des besoins spécifiques, parce que souvent quand les gens disent, ils disent, tiens, nous avons des services en français, nous avons des organismes traditionnels qui desservent les communautés francophones, ainsi de suite. Mais quand vous rentrez par exemple dans les communautés ethnoculturelles, vous sentez par exemple qu'il y a des problématiques comme par exemple, je vous donne un exemple spécifique, les Afro-Canadiens par exemple, quand il y a un membre de la communauté qui meurt ici, ils ont une autre façon d'approcher la chose. Par rapport à cette spécificité-là, comment le service en français devient bénéfique pour ces personnes, pour leur épanouissement dans la province en tant que telle? Il faut d'abord qu'ils savent qu'ils ont droit à des services en français. Ça, c'est pas toujours évident. Vous savez, demander un service en français quand on est un nouvel arrivant ici en Ontario, on peut penser qu'on va déranger. On peut penser que c'est peut-être pas quelque chose qui nous est dû parce qu'on est francophone.
non, vous dérangez pas, non, c'est normal pour tout citoyen qui est en Ontario d'obtenir des services en français. Qu'on soit citoyen canadien ou non, en passant. Okay. C'est important d'obtenir des services en français. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous m'avez parlé d'un exemple au niveau de réseau funèbre. Ça, c'est très intéressant, c'est très important, mais je ne suis pas certain que ça rentre dans le mandat précis, parce que moi, c'est au niveau des services gouvernementaux. Okay. Mais prenons, vous avez parlé de l'Afrique subsaharienne. Oui. Alors, prenons une famille qui vient ici, qui a échappé à la guerre. Et qui a un enfant, un des enfants dans cette famille-là, a 10 ans. Et pendant 3 ans, il a vécu dans un camp de réfugiés. Okay. Cet enfant-là est marqué. Cet enfant-là a besoin d'aide. Cet enfant-là a des besoins d'aide précis. Tout à fait. Et si on lui offre des services de langue anglaise pour l'accompagner, pour des services en psychologie, ou en peu importe quel genre de service spécialisé qu'on va lui offrir, et si tout se passe en anglais, cet enfant-là va peut-être pas avoir le même bénéfice, la même chance de mieux s'outiller, de mieux s'en sortir, s'il n'est pas compris au préalable. Tout à fait. Puis s'il ne se fait pas entendre au préalable. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que peut-être que cet enfant-là, on n'ira pas chercher de service pour lui. Okay. Parce qu'on ne pensera pas qu'il y a des services qui vont être efficaces pour cet enfant-là, pour aider vraiment cet enfant-là et cette famille-là à passer au travers d'événements que nous, ici au Canada, on peut juste regarder de loin et se dire que c'est complètement ahurissant. Okay. On ne pourra jamais avoir, et je touche du bois, qu'on ne vivra jamais de telles situations dans notre pays. Mais ça demeure pas moins que ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'appui. C'est correct de demander de l'aide aussi. On a tous besoin de demander de l'aide à un moment ou à un autre dans notre vie. Tous et toutes. Tout le monde. On a besoin de ça. Et ce n'est pas d'être faible, ça n'a rien à voir avec ça. On a besoin de cette aide-là. Mais l'aide, est-ce qu'elle va être comment est-ce qu'elle va être le plus bénéfique pour le développement de l'individu? C'est à faire dans sa langue. Alors, mon rôle, c'est d'aider justement cette famille-là à trouver des solutions, aider le gouvernement aussi à trouver des solutions pour que cette famille-là puisse recevoir de l'aide en français et que d'autres familles qui vont être dans la même situation, qui ne vont pas nécessairement se plaindre au commissariat, au service en français, que ces familles-là vont aussi pouvoir trouver de l'aide pertinente à leurs besoins. C'est de cette façon-là qu'on tente d'agir. Non, je comprends pas effectivement que la chose que les Africains, enfin les francophones, les migrants, dès qu'ils arrivent ici s'identifient comme tels, ont ce devoir ou cette discrétion d'exiger d'être servis en français. Alors, naturellement, toutes ces personnes qui arrivent ici, du moins pour les immigrants ou les réfugiés qui finalement deviennent de nouveaux Canadiens, ils ont besoin naturellement de s'établir et de s'épanouir sur le plan économique, professionnel. Quels sont ces avantages que vous, en tant que commissaire au service en français, vous identifiez? Quels sont ces avantages économiques que les immigrants qui arrivent ici ont en s'identifier comme francophones, dans un pays, il faut le dire, majoritairement anglophone? Oui, mais qui un pays majoritairement anglophone, mais qui offre, qui est une diaspora de communautés, là, surtout en Ontario. Le bilinguisme, voire le trilinguisme est un atout indéniable au niveau économique. Il ne faut pas cacher sa francophonie, bien au contraire, il faut la faire vivre, il faut la promouvoir, parce que de plus en plus, on a besoin de gens qui sont bilingues, voire trilingues. Tout à fait. Dans toutes les sphères d'activité quotidienne, que ce soit au niveau du privé, que ce soit aussi au niveau des services directs à la population. Vous savez, on a des communautés ici à Toronto, par exemple, dans la région de Toronto. Il y a des communautés où il y a au-delà de 200 000 personnes qui parlent le punjabi. Okay. Bien, ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'appui, ont besoin de services en punjabi. Mais on oublie souvent qu'il y a au-delà de près de 200 000 francophones qui vivent dans la grande région du centre-sud de l'Ontario et 150 000 francophones qui vivent ici à Toronto. Tout à fait. C'est quand même un nombre non négligeable. Ces gens-là ont besoin aussi de soins, ont besoin d'éducation, ont besoin de services. Les nouveaux arrivants, ils ont besoin d'être accueillis, d'être formés et d'être intégrés en français. On a besoin de faire ça.
Et ces gens-là ont besoin aussi également de savoir qu'on a des écoles de langue française en Ontario et que leurs enfants sont les bienvenus dans des écoles de langue française en Ontario. Qu'on les accepte, j'espère, à bras ouverts. Je n'ai pas de compétences là-dessus. Nos enfants vont dans les écoles francophones. Je peux en témoigner. Il n'y a pas de restrictions comme telles, si ce n'est que de se conformer aux conditions qui sont établies. Bon, très bien. Alors, les avantages économiques sont extrêmement pertinents de faire valoir sa francophonie. Les avantages à un niveau humain aussi, à un niveau individuel. Vous savez, être francophone en Ontario, c'est une fierté parce que c'est aussi le fait que ça ne fait pas meilleur que d'autres, mais ça nous donne un avantage sur d'autres. Ça nous ouvre la porte sur une autre culture, ça nous donne la chance de bien comprendre les médias canadiens, tant en anglais qu'en français, de bien comprendre les lois, ce qui est fondamental, de bien pouvoir lire une loi en anglais, de bien pouvoir la comprendre en français également, de bien pouvoir comprendre les débats canadiens qui ont cours tant en français qu'en anglais, de pouvoir participer à ces débats-là. Ce bilinguisme-là nous permet de jouer sur toutes les plateformes et d'être trilingue, mais ça ouvre le Canada au monde. Puis la francophonie, déjà, ça ouvre le Canada au monde. Tout à fait. Et mais de parler 3 langues, ça nous ouvre encore plus. Vous savez, le continent africain, c'est un continent qui, je prends le continent africain comme exemple très concret, parce que c'est un continent d'avenir. Tout à fait. C'est un continent nous sommes 220 millions de locuteurs de langue française dans le monde en ce moment, mais en 2050, nous serons bien au-delà de 850 millions de locuteurs de francophones à travers la planète, et 80 ou 85% de ces locuteurs-là, francophones, viendront d'Afrique. Et l'Afrique est un continent qui n'est plus un continent à regarder de loin en disant « Ah, ce sont des pays en voie de développement, je regrette, ce sont des partenaires que l'on doit aller chercher dès maintenant. » Et si on a des gens ici en Ontario qui sont capables de faire le pont avec ce continent-là, ça nous ouvre des portes et des possibilités au niveau de développement économique absolument extraordinaire et exponentiel. Exponentiel, je partage votre point de vue, mais malheureusement et paradoxalement, c'est peut-être pas prévu pour cette entrevue. Lorsque vous avez un regard vers l'actualité, la presse dirigée vers l'Afrique et spécifiquement l'Afrique francophone, on y voit que des guerres, des génocides, des conflits armés, et souvent quand vous puisez encore davantage, vous retrouvez souvent une même mise extérieure de multinationales européennes, américaines, ainsi de suite. Pourtant, on va vous entendre parler, vous identifiez l'Afrique comme étant un partenaire d'avenir. Comment ce partenaire d'avenir pourrait être en mesure de répondre aux attentes de ce partenariat si aujourd'hui, par exemple, on voit les femmes violées au Congo, pour prendre exemple, on voit l'exemple de Mali, qui est un grand pays francophone, où les rebelles, on les identifie comme on les identifie par la presse, mais la couche de la société africaine est mourante, compte tenu des conflits souvent armés politiques que la communauté internationale, même l'Organisation internationale de la francophonie, n'est pas en mesure d'imposer soit l'ordre ou tout à fait. En tant qu'État. Mais vous, en tant que vous êtes un responsable, un grand responsable de la promotion de la langue française et dans un pays bilingue, Canada, qui est très coté d'ailleurs par beaucoup d'immigrants. Comment vous entrevoyez cela quand vous voyez cette Afrique, ce partenaire d'avenir, mourir pratiquement à l'âge de prémature, avant même que ce partenariat que vous projetez à 50 ans puisse devenir effectif? Tout dépend de la lorgnette qu'on regarde. Et loin de moi de discuter avec vous sur les problématiques qui sont en Afrique. Certainement. Mais si je me trouvais en Afrique en ce moment et que je regardais, et que j'étais africain, et que je regardais le Canada, le Canada non plus n'est pas à l'abri d'un paquet de regards critiques. La situation de nos peuples autochtones est scandaleuse dans notre propre pays. Nous avons énormément de pauvreté. Nous avons énormément de gens qui sont sur le bien-être social. Nous avons des défis qui sont majeurs. Nous avons des enfants qui sont des mendiants dans la rue, ici à Toronto. Bien sûr, nous avons des sans-abri dans un nombre presque incalculable. Et c'est très malheureux. Ce sont toutes des situations qui ne devraient pas arriver chez nous. Et pourtant, on regarde le Canada comme étant un pays qui est très prospère, très généreux, très ouvert sur le monde et qui peuvent servir de modèle. Alors, ce n'est pas un peu de la lorgnette de la manière qu'on regarde ça. Donc, c'est pour ça que je ne m'avancerai pas à donner des leçons aux Africains, parce que je pense que l'Afrique pourrait aussi nous donner des leçons à bien des regards. Donc, à cet égard-là, je préfère donc m'assurer
que ce continent-là soit un continent que l'on respecte, que l'on respecte davantage les gens, que l'on fasse confiance aux individus, que l'on fasse confiance aux démocraties qui émergent et qu'eux nous fassent confiance aussi, d'une certaine façon, et qu'on travaille ensemble comme partenaires, et non pas comme un qui est ici, puis l'autre qui est là. Tout à fait. Mais qu'on soit plus partenaires. Il y a des choses qu'on doit faire pour y arriver, puis ça dépasse largement ma compétence. Ben, c'était une parenthèse, nous la fermons pour continuer, n'est-ce pas, dans la francophonie ontarienne et spécifiquement des services en français. Commissaire, j'arrive pratiquement vers la fin de mon interview, mais il y a quand même une question que je ne peux pas manquer de poser. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la communauté francophone proprement dite, vous retrouvez beaucoup d'organismes francophones qui desservent les communautés immigrantes. Oui. Vous retrouvez des organismes qu'on appelle des organisations traditionnelles comme les centres francophones, le REDE, ainsi de suite. Oui. Mais vous voyez, il y a de plus en plus des organisations des francophones de pays d'origine, c'est-à-dire des associations par exemple des Marocains, associations de Maliens, associations de Congolais et autres qui se réunissent. Souvent, ces associations ont des difficultés opérationnelles. Ils font directement, c'est-à-dire c'est eux la vitrine directe de ces immigrants qui arrivent ici, mais souvent ces organisations sont soit pas du tout subventionnées ou alors sous-subventionnées, mais ils apportent quand même un service qui est très bénéfique auprès des populations immigrantes francophones qui vivent en Ontario. Si on devait vous demander une question à ce propos, que direz-vous à ces organismes francophones qui desservent des organisations, mais qui ont la particularité d'être des associations regroupant des ressortissants de pays d'origine? Que doivent-ils faire et qu'est-ce que les bailleurs de fonds devraient faire pour créer justement cette cohésion pour qu'eux aussi bénéficient des ressources que le gouvernement du Canada met en œuvre pour la promotion et le bien-être des nouveaux immigrants? Tout à fait, c'est une très bonne question. Je ne veux pas parler pour le bailleur de fonds qui est fédéral, parce que ça, c'est le ministère du patrimoine canadien qui gère ses propres fonds. Mais pour ce qui est des fonds provinciaux, il y a peu de programmes qui existent pour soutenir ces organisations-là. Certainement. Mais je pense qu'un des défis majeurs, c'est de s'assurer que ces organisations-là fassent œuvre utile aussi. Ils le font. Je ne veux pas dire qu'ils ne le font pas, mais qu'ils soient collés davantage aussi aux priorités du gouvernement. Et c'est au gouvernement d'être provincial de l'Ontario, d'être à l'écoute aussi de ce que ces organismes-là font et ce qu'ils peuvent faire pour le compte du gouvernement de l'Ontario. Je m'explique. Et une partie de mon travail, d'ailleurs, c'est ça, c'est aussi d'aller voir le ministère, par exemple, le MACI, le ministère des Affaires civiques et de l'immigration du gouvernement de l'Ontario, pour dire, bon, si vous avez des programmes en matière d'accueil, d'intégration, de formation des nouveaux arrivants, et que vous vous adressez à des organisations de la communauté, mais qui sont très grosses, qui sont très en moyen et qui peuvent desservir toute la communauté, mais en anglais, puis qu'on leur demande de faire ça aussi en français parce que c'est une des directives, si on veut, des obligations de la loi sur les services en français. Ben, on va peut-être manquer le bateau parce que cette organisation-là va peut-être offrir des services en français, mais qui ne vont pas être nécessairement adaptés aux besoins de la communauté francophone. Donc, le message qu'on doit passer au gouvernement, c'est d'être à l'écoute que peut-être qu'une des meilleures façons de s'adresser à des populations ciblées, francophones, c'est d'interpeller des organisations qui chapeautent ces regroupements de gens, de personnes-là, qui viennent de X ou de Y, Z. C'est pas à moi de déterminer qui est meilleur que d'autres, là. Ça, c'est pas du tout dans mon mandat. Mais ce qui est pertinent pour le gouvernement, ça serait de s'assurer que son service à la population soit le plus pertinent possible. Donc, de travailler de concert avec des organisations qui sont sur le terrain et donc de travailler des projets de partenariat pour essayer de bien livrer les services à la population que ces gens-là ont droit. Ben, je pense pour nos amis qui sont à Toronto, en Ontario, partout, qui desservent les communautés immigrantes, je crois que la réponse est simple. Je sais aussi que dans le cadre du ministère, il y a des rencontres qui sont organisées et il y a aussi des ateliers qui sont offerts pour permettre justement à ces organismes, n'est-ce pas, de connaître quels sont les outils, les politiques de gouvernance qu'ils doivent mettre en œuvre
pour être éligible pour ce service en français. L'Ontario fait beaucoup de progrès, là, si vous me permettez. Certainement. Déjà que l'Ontario vient se donner une stratégie, une cible de au moins 5% des nouveaux arrivants qui devraient être francophones. C'est déjà intéressant. Si on n'avait pas de telle cible ici en Ontario avant. Et l'Ontario s'est engagé également à penser en termes de stratégie de formation, d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants en matière de francophone. Là où j'ai des questionnements, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Puis ça demeure dans le comment, mais il y a un engagement qui est là. Donc ça, c'est intéressant. Commissaire, je sais que vous avez fait une dernière assemblée générale et vous avez publié un certain nombre de choses. Quels sont de ces éléments qui ont fait partie de votre rapport annuel que vous aimeriez éventuellement partager avec les francophones, que vous estimez qu'on n'a pas abordé autour de cette entrevue? Ben, il y en a une qui est plus technique, ça demeure l'indépendance de mon poste, dans la mesure où je relève directement d'un ministre. Je pense qu'un poste comme les postes d'ombudsman ou les postes de commissaire à l'environnement, commissaire à l'information et à la vie privée, ce sont tous des postes qui relèvent de l'Assemblée législative. Donc c'est l'Assemblée législative, c'est les parlementaires élus qui nomment ces gens-là et ces commissaires ou ombudsman-là se rapportent directement à l'Assemblée législative. Ça serait important que mon poste relève aussi de l'Assemblée législative. Pourquoi? Pour s'assurer de détacher toute intervention politique potentielle par rapport à mon poste. En ce moment, j'ai la chance inouïe d'avoir des coudées complètement franches parce que ma ministre me laisse des coudées franches et agit avec moi comme si j'étais indépendant. Mais dans les faits, je ne suis pas tant que ça puisque je relève de ministre. Ça, c'est d'une part. Il y a beaucoup d'autres recommandations qui sont peut-être un peu plus techniques, mais qui concernent les organismes désignés sous la loi. En ce moment, on ne les surveille pas vraiment. Certains sont désignés depuis 25 ans, mais il y a un certain laisser-aller sur est-ce qu'ils font encore bien leur travail ou non. Et c'est souvent juste par des plaintes à notre bureau que là, on va s'interroger sur si l'organisme fait encore son travail. Donc, je pense que ça serait intéressant qu'on ait une approche un peu plus systémique auprès du gouvernement pour surveiller eux-mêmes s'ils font encore leur travail au niveau de l'application de la loi sur les services en français. Je propose également qu'on évalue la manière dont les services les services en français sont pensés à l'intérieur du gouvernement provincial de l'Ontario, donc les structures. On parlait de l'OAF tantôt, l'Office des affaires francophones, les coordonnateurs de services en français qui existent dans chaque ministère, mon propre bureau. Je suis convaincu que l'évaluation indépendante pourrait nous aider à mieux faire notre travail. Ce qui est normal dans toute organisation aussi. Alors, il y a un paquet d'autres choses qui s'en viennent, notamment pour les francophones qui vivent dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Il y a toute la question de l'accès à la programmation au niveau post-secondaire en français. Vous savez que ici, dans le centre-sud-ouest, donc entre la grande région de Toronto, London, Hamilton, Windsor, jusqu'à Penetang, Penetang-Wishon, les francophones ont accès de 0 à 3% des programmes qui sont offerts en anglais au niveau du post-secondaire. Ça, c'est évidemment une situation totalement inéquitable sur laquelle il faut absolument plancher et travailler. J'ai fait un rapport là-dessus, j'ai soumis des recommandations, le gouvernement a pris la chose au sérieux. Et dans le dernier discours du trône, on a vu un engagement du gouvernement, justement, d'attaquer cette problématique-là. Il reste encore une fois à travailler sur le comment, mais au moins c'est un débat qui appartient maintenant à la communauté et au gouvernement. Sur ce, nos amis qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, je m'adresse particulièrement aux francophones qui de plus en plus nous regardent à partir de l'Europe, à partir de l'Afrique. Vous venez là de suivre un commissaire, vous venez de suivre une réalité de la dualité linguistique au Canada. Comme vous pouvez le savoir, pour certains, le Canada est un pays bilingue. Les Canadiens, les nouveaux Canadiens, tout comme les Canadiens en général, peuvent, comme vous l'avez suivi, obtenir des services aussi bien en français ou en anglais. C'était un privilège pour le réseau de la diaspora d'avoir les commissaires. Nous espérons que lorsque nous aurons d'autres priorités ou d'autres informations pertinentes vous concernant, nous serons les bienvenus pour les recevoir. Je vous informe que nous avons été très bien reçus dans ce bureau. On nous a mis à notre disposition toutes les ressources nécessaires
pour faciliter cette entrevue et je ne peux que remercier le commissaire pour nous avoir reçus. Merci commissaire et je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs qui nous suivent. Juste merci d'avoir été patient, je parle beaucoup, je suis très verbeux. Mais si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet. On a un blog aussi sur que l'on alimente en raison de 2 à 3 billets par semaine. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire appel. N'hésitez pas, effectivement, vous verrez toutes les informations défiler sur le bas de l'écran. Vous aurez les sites du commissariat au service en français. Vous les voyez sur l'écran, le tableau qui est derrière moi. À tout moment, je pense que si vous rentrez sur le site, vous pourrez avoir accès aux informations, à l'actualité et d'autres priorités dont le commissaire a fait mention ici. Sur ce, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.